Hello, bienvenue dans mon podcast La Voix d'Alma. Je suis Angèle Lunelma, passionnée par l'univers holistique et énergétique. Je suis ici pour t'accompagner dans la libération de tes blocages physiques, émotionnels et de tes bagages familiaux et sociétaux. Je partage avec toi mes réflexions, mes expériences et mes outils personnels pour t'aider à renouer avec tes parts d'ombre et déployer ta lumière intérieure. Mon objectif est de te voir épanouie et libre d'être pleinement toi-même. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Surmonter l'anxiété en renouant avec soi. Je suis Angèle Lunelma et aujourd'hui nous allons plonger au cœur d'un sujet qui touche tellement d'entre nous, l'anxiété. Je vais vous partager mon propre chemin avec l'anxiété, les crises de panique, les crises d'angoisse, ce que j'ai appris sur la régulation du système nerveux, les habitudes qui m'ont aidé et comment le monde subtil et spirituel m'ont permis de transformer cette expérience. Donc bien entendu, je dis anxiété, mais ça marche aussi pour le stress, pour aussi les conduites en fait d'anticipation qu'on a, parce que pour moi c'est une forme aussi de stress ou d'anxiété, parce que voilà, on met des mécanismes où on va anticiper telle ou telle chose des fois par cause de rumination mentale. Est-ce que ces mots vous parlent ? Je suis anxieuse. Je suis angoissée. Je suis stressée. Combien d'entre nous faisons face à cet état au quotidien ? Combien d'entre nous le vivons et sommes terrorisés face à cela ? Combien d'entre nous définissons ainsi ? Déjà, pour commencer, je ne vais pas revenir sur la définition de l'anxiété, de stress, d'angoisse, etc. Toute personne qui vit ces situations le connaissent très bien. Nous avons toujours des signes qui sont plus ou moins similaires. On peut avoir de la dépersonnalisation, palpitations, sueur, ventre noué, des difficultés respiratoires et j'en passe, pouvant aller même souvent, dans beaucoup de cas, jusqu'à cette peur de devenir folle. Un petit rappel sur ce terme, nous sommes tous et toutes névrosés. Si on se base à la norme fixée par notre société, on est névrosé. Et ce qui est la norme, en fait, qu'est-ce qui la définit ? Ça pourrait être aussi un autre grand sujet. Mais j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet et je trouve que quand c'est notre quotidien ou alors que c'est ancré dans nos habitudes, on a tendance à nous définir par ces termes. Comme en fait on va définir notre personnalité. On va dire je suis angoissée ou anxieuse comme je suis empathique, que je suis têtue, je suis franche, etc. En réalité, l'anxiété n'est pas ce que tu es. C'est une émotion, c'est une réponse de ton corps face à une situation de stress. C'est important de ne pas se définir par elle. C'est parce que c'est ce qui t'arrive. C'est ton signal. Et savais-tu que l'anxiété est une émotion, comme la peur est une émotion par exemple ? Et les crises d'angoisse et de panique sont des réactions de notre cerveau reptilien. C'est la partie qui est la plus ancienne de notre cerveau en termes de construction. Quand je parle de construction, ça va être en termes d'enfance. Quand on est, notre cerveau n'est pas complètement construit. Et le cerveau reptilien est le premier à être présent dès notre plus jeune âge. En fait, le cerveau reptilien perçoit un danger et active un signal d'alerte pour nous protéger. C'est un mécanisme primitif qui a pour but de garantir notre survie. Notre cerveau est divisé en plusieurs zones. Donc chaque zone a son propre système, a différents processus pour être responsable des différentes fonctionnalités de notre corps. Notre corps est super bien construit. Au niveau de l'anxiété, et en tout cas au niveau énergétique, moi les rapports que je peux vous faire, c'est qu'on a le cerveau reptilien et le cerveau limbique. Donc comme je vous ai dit, le cerveau reptilien, il est responsable des fonctions vitales de base comme la respiration, la régulation cardiaque. Son rôle principal, en fait, c'est de garantir notre survie. Il est donc principalement actif lors des crises d'angoisse, en déclenchant une réponse, combat ou fuite. Je reviendrai justement après sur ce sujet, car j'ai écouté un podcast très intéressant qui parle très bien de notre cerveau reptilien. Et on a ensuite notre cerveau limbique. Lui, c'est notre siège des émotions. Et en fait, quand on est enfant, cette zone, elle n'est pas complètement développée. Ce qui fait que notre cerveau reptilien, il prend souvent le dessus pour nous assurer sécurité. Parce qu'en fait, le cerveau, quand on est enfant, notre cerveau limbique, il ne sait pas encore décoder les informations, il ne sait pas encore décoder ce qu'est une émotion. On apprend à chaque fois. Et comme il ne sait pas encore décoder notre cerveau limbique ce qu'est une émotion, c'est notre cerveau reptilien qui prend le relais. Ce qui fait qu'en fait, si par exemple on est tout petit et qu'on, je sais pas, on va être toute seule dans notre salon pendant que un de nos parents est dans la salle de bain,
on va peut-être avoir peur, on va peut-être se sentir abandonné, sauf qu'en fait, notre cerveau limbique n'est pas encore mature. Donc notre cerveau reptilien va prendre le relais et peut se mettre en mode survie. C'est là où on peut déclencher des pleurs, ou etc., etc. Parce qu'en fait, c'est au secours, je suis seule, qu'est-ce qui va m'arriver ? Aussi en fonction de ce qui nous arrive dans notre passé, etc. Je reviendrai plus tard là-dessus. Et en fait, voilà. C'est comme ça aussi que certaines informations s'imbriquent. C'est aussi comme ça que certaines informations s'imbriquent dans notre cerveau reptilien, en fonction de ce qu'on a vécu plus jeune, quand notre cerveau limbique n'était pas encore mature. Ces schémas de survie qui ont été enregistrés par ce côté de notre cerveau peuvent se réactiver plus tard, selon nos vécus, nos traumas, en vieillissant aussi, sous forme d'anxiété, de peur. Pour revenir un petit peu au cerveau reptilien, j'ai écouté un podcast très intéressant sur métamorphose. Je ne sais plus le nom des intervenants, si jamais vous me demandez, je pourrais vous les redonner. L'intervenant compare ce mode de survie à un suricate. Et je trouve ça hyper intéressant, parce qu'en fait, il dit que le suricate, c'est un animal qui est toujours pour survivre, et compare du coup cette partie de notre cerveau très très bien, je vous invite à l'écouter. Mais en gros, cet animal, quand il va percevoir tel ou tel danger, hop, il va prévenir en fait le danger, il va prévenir tout le monde, etc. etc. Et ben c'est exactement pareil du coup pour notre cerveau reptilien. Dès qu'il sent qu'il y a danger parce qu'en fait il va revivre telle ou telle situation qu'il a déjà vécue dans le passé où il s'était dit « Wouh, là il y a eu un danger, attention !» Attention, tu vas le revivre ce truc-là, là, si tu continues, ou attention, telle situation me fait penser à ce que tu as vécu, ça va me rappeler ça, attention, danger, et là, bring, et système rouge, et en fait, il n'y a pas de demi-mesure. Et justement, ça me fait penser à ma première attaque de panique, il y a plus de 3 ans. Mon corps, il était en alerte maximale. Vraiment, j'avais cette sensation de perdre le contrôle, où en fait, dans mon cerveau, tout s'est activé en mode survie, où du coup mon corps s'est mis à générer beaucoup plus de palpitations, le cœur se mettait plus vite pour peut-être mieux faire circuler mon sang, pour que les organes s'activent correctement, parce que vraiment j'étais en attaque survie, je vais mourir. Ma respiration, je me suis mise à hyperventiler, c'est-à-dire que j'avais j'avais des problèmes de mouvement respiratoire, je respirais très vite, très fort, pour que mon sang se régule plus vite, pour que mon cœur justement l'aide aussi, pour prendre fonction des organes comme si j'allais mourir, pour prendre la relève, alors que pas du tout. Et pendant longtemps en fait j'ai voulu lutter contre ces crises, parce que c'était quand même des sensations hyper désagréables, hein. Je vous passe tous les détails que j'ai vécu autour de ça. Et ensuite, quand on a vécu cette première catastrophe pour nous, parce que c'est une catastrophe de première crise qui peut être horrible, on va vouloir les éviter à tout prix. Et c'est là aussi où on vient les conduites d'évitement. C'est là où on vient aussi des fois les crises d'angoisse par anticipation, parce qu'en voulant éviter la crise, on l'appelle, comme avec le stress, en voulant éviter le stress, on va stresser, ou si on pense que telle situation nous fait stresser, on se remet dedans, en fait, on la revit, parce qu'en y repensant, notre cerveau, il se dit « Oh, mais attends, là, je suis en train de la revivre !» Il fait pas de distinction entre l'imaginaire, entre votre cerveau reptilien, il fait pas la distinction entre ce que vous vivez vraiment, ce que vous ressentez, ce que vous imaginez. Non, lui, il prend tout, et là, il est en mode « Ouh là là, alerte, alerte !» Et du coup, je luttais. Et je luttais pour respirer, je luttais pour revenir à mon corps, et plus je luttais, et plus ça s'intensifiait. Et ces crises qui étaient tellement fortes, dans ces moments-là, j'avais un traitement pour m'aider au cas où. Mon médecin m'avait prescrit un traitement, et il est vrai que ça a pu m'aider à vivre ces situations. Mais ces traitements n'aident pas à arrêter ces situations. Parce que, heureusement, on nous aide, pour le moment aigu, mais en fait, il fallait que je trouve, moi, l'origine de ce truc-là. Moi, c'était hors de question que je sois sous traitement, etc. Enfin voilà, le part aussi de mon métier, on voit des choses, et encore, j'ai mis du temps à accepter de pouvoir avoir de l'aide. Et donc, du coup, ça m'a aidé les premières fois à pouvoir relâcher les tensions nécessaires. Mais en fait, avec le recul, est-ce que c'était pas cet essai de tout contrôler qu'il fallait que je lâche ? Parce que mes substances chimiques, en fait, ça me faisait arrêter le contrôle. Et du coup, n'était-ce pas mon cerveau reptilien qui était en système d'alerte à travers tout mon corps, pour qu'il s'immobilise, et moi qui ne voulais pas écouter, comme une lutte entre deux parties de moi-même ?
Mais bon, aller dire à quelqu'un dans ces moments-là, quand on n'arrive plus à réfléchir, et qui a peur de traverser du coup cette crise, laisse-toi traverser. Alors, j'ai appris aussi à identifier certains moments, certains lieux, certaines situations qui faisaient que je sentais les prémices de l'angoisse. Par exemple, lorsque je suis fatiguée, je suis plus sensible et du coup, je vais être plus propice à faire de l'angoisse. Ou si je suis dans une salle qui est trop petite, trop fermée, où ça peut me faire ressentir certaines choses, rappeler certaines situations. Peut-être que ça va m'angoisser. Et quand je parle de pièces plus petites, plus fermées, ça peut être aussi représenté par du monde, par des transports en commun. Et en creusant encore plus, ces situations peuvent me laisser imaginer que ça peut rappeler du coup un effet d'enfermement qui peut être traumatique chez moi, qui a pu être vécu peut-être à travers d'une de mes vies antérieures, dans ma vie actuelle, dans mes mémoires transgénérationnelles, et peut-être que ça a réactivé une mémoire, un vécu. Donc, grâce à la psychoénergie, je peux prendre ce nœud principal qui me provoque tout ça, et aller chercher, en démêlant petit à petit, d'où vient le premier lien. Mais c'est aussi en apprenant à accepter ces moments, à me reconnecter à moi-même, à mes émotions, que j'ai commencé en fait à reprendre le contrôle en le lâchant. Je sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que en accueillant, en me disant je sais que ça arrive, je me disais pas je sais qu'il peut rien m'arriver parce que même si on se le dit quand ça arrive, c'est compliqué. Mais en fait, aujourd'hui mes crises sont presque inexistantes et je vis avec beaucoup plus de sérénité. Et je fais même de moins en moins de mécanismes d'anticipation. C'est-à-dire que, par exemple, grâce à tout ce que je sais faire au niveau soins énergétiques, de nombreuses fois, il m'est arrivé de préparer en amont le fait que je prenne des transports en commun, le fait que j'aille à certains endroits, et toutes ces situations. Et aujourd'hui, j'y vais sans trop réfléchir. Et à la rigueur, je peux me faire quelque chose pour m'aider pendant, si je sens que mon cœur se serre, si je sens que j'ai un peu peur. Et donc, c'est un chemin de transformation profonde. Pour ma part, comme je vous ai dit, ces crises ont commencé il y a 3 ans. Donc depuis 3 ans, je travaille dessus. Je cherche l'origine. Donc c'est long. Et ça peut être encore plus long, d'autant plus que c'est ancré en nous. Il faut juste du coup l'accueillir et accepter de prendre le temps qu'il faut prendre. J'ai aussi adopté certaines habitudes qui ont quand même un impact significatif sur l'anxiété, on va pas se mentir. Dans des périodes où je sens que je suis très anxieuse, je ne bois plus de café. Le café, la théine, alors bizarrement la théine me donnait aussi des nausées en période d'angoisse. Donc tout ce qui est café, thé, à proscrire. Il m'est déjà arrivé de ne pas en boire pendant 3 mois. Parce que vraiment je sentais que j'étais fragile. Ou sinon, si c'est compliqué aussi, on peut le remplacer par d'autres choses. On peut prendre des infusions. Le café, du coup, on prend du caroube ou le thé du maté. C'est vraiment des choses qui font aussi du bien. Et ce qui est conseillé surtout aussi, c'est d'éviter le café le matin en fait. Le café le matin à jeun, ça stimule en fait le cortisol, notre hormone du stress. Mais en tout cas, la substance caféine est à éviter. Faire du sport, c'est pas nouveau, mais faire du sport, ça aide grandement. On n'est pas obligé d'aller courir ou de se dépasser. Quand on fait du sport, on peut aussi faire du yoga. Comme je vous ai déjà conseillé, le yin yoga aide à apaiser les tensions. Et moi, je sais que ça m'a grandement aidée dans ces périodes-là. Et puis, j'ai remarqué aussi que depuis que je fais du sport le matin, je vais beaucoup mieux. Et en fait, le sport le matin aide vraiment à libérer les tensions cumulées et ça nous aide à développer certaines substances comme la mélatonine qui nous aident à dormir le soir. J'ai beaucoup entendu aussi parler du petit déjeuner salé le matin pour aider à réguler notre taux de cortisol, à mieux stabiliser nos cerveaux d'énergie et à éviter un pic glycémique qui des fois peut induire justement certains effets de stress, etc. au niveau de notre cerveau. Moi, c'est testé et approuvé. Déjà, ça fait des années en fait que je mange salé le matin parce que je me suis rendu compte que ça me donnait quand même beaucoup plus d'énergie. Manger sucré le matin, j'avais vite faim, j'avais pas toujours cette satiété en fait qui était présente. Donc il est vrai que le petit déjeuner salé en fait c'est quelque chose de pratique depuis très longtemps. Après, bien entendu, si un jour j'ai envie de manger du sucré le matin, je ne vais pas m'en empêcher, mais c'est très rare. Mon sucré est réservé à mon 4 heures. J'étais quelqu'un, moi j'étais la team fatigue dès le réveil.
Ce qui fait qu'en fait, c'était très dur pour moi de me réveiller parce qu'en fait, chaque fois, j'arrivais pas en fait. Surtout l'hiver, c'était pire. Enfin, j'avais des périodes atroces où vraiment mon réveil sonnait 1 heure, quoi. J'étais ce genre de personne que certaines personnes ont envie de frapper avec un réveil, voilà. Et il m'arrivait même de pas l'entendre. Donc du coup, pour en revenir au fait que je me réveillais le plus tard possible avant d'aller au travail. Ce qui fait que j'étais aussi très souvent en retard, même si c'était de 2-3 minutes. Ma ponctualité, du coup, si je suis en retard de 5 minutes, je suis à l'heure. Voilà ma ponctualité à l'époque. Et en fait, du coup, j'étais déjà dans le stress le matin. J'avais pas le temps de manger, je courais, j'avais à peine ouvert les yeux que je me réveillais soit pendant ma marche pour aller au travail, soit pendant le trajet en voiture, enfin... Et puis, je me suis rendu compte que des fois, en fait, je me stressais tellement sur le trajet à me dépêcher. En fait, j'arrivais angoissée. Et paf, crise. Clairement. Et en fait, déjà en adoptant des habitudes plus saines comme le sport le matin, me coucher plus tôt et plus être dans la je vais réussir à le dire. Réceptivité de mon sommeil et de plusieurs nettoyages énergétiques, j'arrive enfin à me réveiller en forme le matin. Je n'ai plus ces soucis, j'ai mis peut-être 28 ans à ce que ça m'arrive. Et en fait, du coup, il faut que je me réveille plus tôt, même si c'est dur. Il faut à tout prix se réveiller plus tôt le matin et pas courir. Parce que ça génère aussi l'anxiété, vraiment. Donc ça, c'est quand même des choses que je vous conseille. Après, il y en a beaucoup, il y a plusieurs écoles qui vont vous dire méditation, blablabla. Je trouve que les bienfaits quand même d'une méditation, le plus possible, aident. Dans le sens où méditer même 5 minutes par jour, ça nous aide en fait à être dans le moment présent et à moins ruminer. Et c'est ça qui aide beaucoup, je pense. Comme j'ai dit aussi à mon live, méditer peut être simplement marcher dans la nature. Rien que ça nous reconnecte et ça nous fait du bien. Parce qu'aussi, des fois, un manque d'ancrage peut faire survenir et accentuer surtout l'anxiété. Donc s'ancrer, c'est quand même très important. C'est ce qui nous relie à la terre, à cet élément qui nous fait rester présent à soi et présent à ce qu'il y a autour de nous. Au-delà des termes scientifiques, spirituels, des habitudes vraiment prouvées, mes ressources spirituelles m'ont quand même beaucoup aidée et m'ont beaucoup apporté dans toutes ces situations d'angoisse. Déjà, j'ai des pratiques que je pourrais partager lors de soins qui aident à enlever les énergies lourdes qui sont autour de soi. On peut aussi vérifier certains taux énergétiques, voir ce qui se passe déjà rien qu'autour de nous, dans notre champ éthérique, dans notre aura, qui peuvent aussi alourdir nos vibrations. J'aime pas trop dire alourdir nos vibrations, j'aime pas trop dire je suis haute en vibrations, etc., etc. Parce que pour moi, il n'y a pas de personne meilleure spirituellement ou autre, mais ça va être plus à une connotation vraiment. Le taux, je ne mesure pas notre taux vibratoire, parce que voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais quand je parle de notre taux vibratoire, en fait, si on est élevé ou autre, quand on est en plus basse fréquence, on a plus tendance à choper toutes les choses lourdes, on va dire négatives pour aussi comprendre, qu'il y a autour de nous. Même si c'est pas forcément, j'aime pas non plus ce mot négatif. Pour moi, ça va être vraiment ces énergies lourdes. Parce que par exemple, comme quand vous êtes fatigué ou vraiment tendance plus dépressive, enfin que voilà, notre morale est plus bas, etc. C'est là où on chope tout. Déjà, c'est là où on a plus tendance à être malade. C'est là où les personnes, des fois, on peut se faire plus vampiriser. Et c'est là aussi où en fait, on a plus d'intrusion énergétique, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à se refermer sur nous-mêmes et du coup, laisser ses failles, alors que quand on va vibrer plus haut, entre guillemets, et qu'on va être plus dans à l'intérieur de son cœur, dans une paix intérieure, etc., en fait, nos champs, ils se diffusent plus loin, et ce qui fait qu'en fait, on peut moins s'accrocher, on est plus ouvert. Et donc, pour revenir à ce que je voulais vous dire, au-delà des approches du coup physiques, psychologiques, le pouvoir du subtil aide beaucoup. Dans certains fils de pensée, il est dit que la souffrance naît de l'attachement à nos pensées et à nos émotions. Comme pour moi, l'anxiété, en fait, naît à cet attachement dont on n'a pas forcément conscience. En prenant du recul et en observant ces émotions comme des phénomènes qui sont temporaires, on peut retrouver un état de paix intérieure, un état plus serein. Et il est vrai que en me connectant au chamanisme, j'ai découvert
un animal de pouvoir que je ressens en fait à chaque fois que je souhaite ouvrir mon cœur. Donc quand je dis que je me protège énergétiquement, j'ouvre tous mes champs en fait, je me remets à l'intérieur de mon cœur. Pour que vous puissiez comprendre, quand je dis que je me mets à l'intérieur de mon cœur, dans ces moments-là, notamment chamaniques, et qu'on ne fait plus qu'un, en fait c'est-à-dire que c'est ce moment où on ressent vacuité, non-dualité qu'on s'inflige, et que du coup on fait plus qu'un avec le grand tout. Ça peut paraître perché, c'est très difficile à retranscrire, mais c'est dans ces moments-là où en fait on est vraiment à l'intérieur de soi, c'est comme si rien ne pouvait nous arriver, parce que vraiment on est vraiment dans le cœur et sans toute pensée, sans toute chose, etc. Je me mets dans mon cœur et je ressens mon animal de pouvoir et ils m'aident du coup à me protéger énergétiquement, à élever du coup ma vibration. Et comme je vous ai dit, en chamanisme, il existe une connexion très forte entre l'esprit et la nature. Donc je travaille en fait avec les esprits de ces animaux, qui sont aussi des projections de moi-même. Et ça me permet de retrouver cette énergie. Et en cas d'anxiété, notamment dans les transports, par exemple, il y a quelques temps, quand j'étais encore en très grande ville, j'étais pas mal soumise à tout ça. Aussi, je pense que les pollutions énergétiques qu'il y a en dessous de nous, ça joue beaucoup. Mais là, quand je suis en ville et qu'en fait je prends le tram, j'ai plus ces soucis. Et si je sens qu'il y a beaucoup de monde autour de moi et que ça peut être, voilà, je me connecte, hop, je me mets dans mon cœur, je me connecte, je le vois vraiment grandir, je le vois avec du coup mes champs énergétiques qui vont se décupler. Et vraiment, ça me soulage, ça m'aide à me remettre dans le cœur et je sens mon cœur s'ouvrir. Parce que si, quand on s'angoisse, notre cœur se ferme. Il se ferme parce qu'on a peur et qu'on veut tout couper. On veut se couper de tout pour plus ressentir. Et en se coupant de tout par peur de ne plus ressentir, c'est là où ça fait le plus mal. Donc il n'y a pas de meilleure ni de moins bonne solution. Voilà, pour dire que je sais à quel point on peut se sentir dépassé par l'anxiété, comme si elle prenait toute la place. Mais si on arrête de lutter, si on arrête de la repousser à tout prix, des transformations, des changements peuvent avoir lieu. Parce qu'en fait, l'anxiété, elle est là aussi pour nous montrer nos limites, pour nous dire que quelque chose ne va pas, qu'il faut s'inquiéter, qu'il faut en fait, qu'il est temps de l'écouter. Et je sais que, comme je vous ai dit au début, quand on a tendance des fois à s'identifier à l'anxiété, on s'identifie surtout par l'anxiété quand on dit je suis anxieuse, etc. Des fois, ces crises aussi, ça va être un peu notre sauveur. C'est-à-dire que on est rarement des personnes qui fixons nos limites lorsque nous sommes en fait atteints par l'anxiété, c'est-à-dire lorsque nous avons des crises d'anxiété. En fait, ça nous permet de refixer nos limites. C'est-à-dire que si on va faire quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire, qui respecte pas nos limites, et quand l'anxiété survient, en fait, on n'a plus d'autre choix que d'écouter, de les respecter, et comme on est en mode survie, on n'en a rien à faire de ce qui va se passer autour. Là, nous, on veut vivre, et du coup, on fixe nos limites. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et des fois, on n'est pas prêt, du coup, à se libérer de tout ça, parce que c'est ce qui nous aide à conserver une harmonie qu'on ne voudrait pas voir. C'est-à-dire que ça nous aide à conserver une harmonie vraiment qu'on n'arrive pas à avoir de nous-mêmes. On n'arrive tellement pas à dire stop, à se faire passer avant les autres ou à se faire passer vraiment à notre juste valeur, que c'est parfois en fait ces crises et l'anxiété qui nous aident à nous rappeler ces valeurs et qui nous aident à les fixer devant les autres. Et comme je vous ai dit, j'ai conscience de tout ça, l'anxiété ça disparaît pas du jour au lendemain, c'est un processus qui peut être long, qui demande du temps, de la patience, beaucoup d'amour, ne pas culpabiliser. En fait, il s'agit de se reconnecter à son corps, à son cœur, et de laisser l'énergie circuler librement. Donc aujourd'hui, je suis là pour te dire que tu n'es pas seule. Moi aussi, j'ai traversé ces moments de doute, de crise, où on se sent déconnecté de soi-même. Mais quand on se reconnecte à son corps, à son esprit, on peut retrouver cette sérénité. Si cet épisode t'a parlé, si tu te reconnais dans ce parcours, sache que tu n'es pas obligé de la traverser seule. Je t'invite à me rejoindre pour des soins énergétiques où nous pourrons ensemble explorer ces blocages, ces tensions et les libérer en douceur. Tu peux aussi noter mon épisode, le commenter, le partager, me suivre sur les réseaux sociaux. Je t'embrasse et t'envoie plein d'amour pour traverser ces périodes qui ne sont pas confortables.